Jingle. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour amis auditeurs de Radio Biarritz, auditrices, bienvenue dans la série d'interviews des candidats des municipales 2026. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Madame Maïder Arostegui, maire de Biarritz depuis 2020 et candidate à sa succession aux municipales de mars 2026. Cette interview s'inscrit dans une série menée par Radio Biarritz selon un cadre strictement identique pour chaque candidat. Même thème, même question, même durée, dans un souci de pluralisme et d'équité. Notre fil rouge est simple, l'intérêt des habitants de Biarritz, aujourd'hui et sur le long terme. Je rappelle quelques petits, c'est pas des détails, mais quelques règles des municipales. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars de cette année. Je rappelle aussi à nos auditeurs, tout le monde ne le sait pas, mais aux élections municipales, les électeurs n'élisent pas uniquement une liste. Ils élisent aussi une liste qui va élire le maire après élection. Je regarde Madame Arostegui sous son contrôle parce qu'elle a de l'expérience. Ils élisent aussi des conseillers communautaires. Donc nous allons élire aussi des conseillers communautaires dont les décisions à l'échelle de l'agglomération ont un impact direct sur la vie des Biarros et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, Maïder Arostegui, bonjour. Bonjour Egunon Patrick et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Est-ce que vous me permettez, avant de démarrer la série de questions, de faire un petit portrait et puis vous me corrigerez ou pas Allez-y, je vais vous dire. Voilà, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Avec vous, je suis sûre. Alors, tous les Biarros connaissent la maison Arostegui, rue Victor Hugo. Pour la petite histoire, elle est née en 1875 et fait partie de ces repères locaux qui traversent les générations. Vous la possédez encore avec votre frère ? Alors, Pierre ? Nous avons eu le plaisir de la recevoir de mon grand-père, qui l'avait reçue de son père, qui l'avait reçue de son grand-oncle. Oui, c'est une histoire qui date quand même de 1800, j'ai 150 ans dans la même 150 famille. Ans. Ouais. Il y a même une rue, une petite impasse, non ? J'ai vu pas loin. Voilà. Arostegui, c'est un nom que l'on connaît bien ici à Biarritz. Dans votre famille, on retrouve aussi des traces fortes de Biarritz. Vous évoquez un grand-père engagé dans la vie culturelle jusqu'à cofonder Oldara. Oui, c'est ça, avec Poupou, Philippe Oyamburu, à une époque où la culture basque n'était pas forcément mise en avant, et donc ils avaient décidé d'exporter, de mettre en lumière toute cette culture et puis la langue aussi. D'accord. Ils ont fait des déplacements à travers l'Europe et même à travers le monde. D'accord, la belle époque d'Oldara qui continue une belle aventure. Et puis une grand-mère qui va peut-être refaire à l'actualité, je vais peut-être ressortir des portraits, couturière chez Chanel. Parce que ça va être bientôt une actualité. Elle était petite main dans les dernières années de l'existence de l'atelier de Gabrielle Chanel. Et elle-même s'appelait Gabrielle dans son deuxième prénom, c'est assez drôle. Alors, dans Maïder Arostegui, il y a aussi le prénom Maïder, celui de votre tante et marraine, une figure locale, dont une compétition de surf porte toujours le nom, on dit couramment la Maïder. C'est exact. C'est ça, c'est ça. Elle est décédée en 1984. Et c'est vrai que Robert Rabani, à l'époque, qui était un jeune homme, a souhaité lui rendre hommage en organisant une petite compétition au mois d'avril, date anniversaire de son décès. Et depuis, c'est devenu l'énorme compétition qu'on connaît qui ouvre la saison surfique. Donc, de votre côté, vous avez choisi une trajectoire professionnelle un peu différente. Sous votre regard, vous avez été conseil en organisation, d'après ce que j'ai pu lire, avec des missions en France et à l'international et surtout en Espagne. Alors j'ai commencé par l'Espagne et par le Pays Basque, avec notamment la coopérative Mondragon, qui est quelque chose un peu à part. Et puis j'ai beaucoup travaillé en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe. J'ai fait du conseil en organisation, du conseil en management. Et puis j'ai terminé avec une petite structure que j'ai co-créée. Et jusqu'à tout arrêter pour me consacrer à mon mandat de maire depuis même fin 2019. Cette expérience vous a aidé un peu pour
dans votre rôle de maire? Je pense que sans cette expérience, je n'y serais pas arrivée. D'accord. Parce que maire de Biarritz, c'est plus de 900 agents. Ce sont des contraintes énormes. Et puis voilà, c'est une organisation à revoir, à dépoussiérer. Et puis il y avait beaucoup de poussière quand même. Bon, on va peut-être en reparler à la fin. Les dernières questions, je crois que ça parlait un peu de tout ça. Bon, Madame Arostegui, vous voulez rajouter quelque chose dans votre portrait que j'ai peut-être oublié ou oui, complété? J'ai 2 enfants. Ah oui. C'est deux grands garçons maintenant. Et voilà. Et c'est vrai que pour une mère à MERE, évoquer ses enfants, c'est incontournable. Oui, et puis c'est une belle ville pour éduquer les enfants. Et puis ça reste, malgré tout, il reste ma priorité. Très bien. Donc, du coup, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. On va parler déjà, nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a fait rentrer en politique? Le hasard. Le hasard, puisque à l'époque où la loi a imposé la parité sur les listes aux municipales, les hommes sont venus chercher les bonnes femmes. D'accord. Ils ont eu besoin de nous. Et donc, on est venu me chercher parce que j'avais un nom qui était connu, parce que j'avais une expérience professionnelle. Et donc, c'est Jean-Benoît Saint-Cric qui est venu me chercher, qui m'a proposé d'être numéro 2. Et j'y suis allée un peu sans trop savoir comment ça allait se passer. Et j'ai trouvé ça très intéressant. D'abord, c'est une aventure humaine assez intéressante. Vous rencontrez des gens que peut-être jamais vous ne rencontrez dans votre quotidien de Biarrotte. Et puis ensuite, vous travaillez sur la ville que vous aimeriez voir exister dans plusieurs années. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis voilà, vivre une campagne, vivre le meilleur résultat qui avait été fait à l'époque par cette liste-là, c'est intéressant aussi. Et puis après, voilà, j'ai fait mes armes dans l'opposition. On apprend beaucoup. Vous avez fait vos armes, pas vos griffes? Les griffes, je les avais déjà bien affûtées. Très bien. C'est un monde assez masculin, le conseil en organisation, donc j'avais travaillé dans l'industrie. Je crois qu'il y a des retours qui ont des expériences où on a, je crois, goûté vos griffes. Peut-être on va reparler encore à la fin. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vous porter de nouveau candidate à la mairie de Biarritz? D'abord parce que le travail a été largement commencé, mais pas fini. C'est vrai que le temps politique pour faire émerger des projets est devenu extrêmement long. Lorsque je rencontre des maires qui ont 3, 4, 5 mandats derrière eux, ils me disent, nous, autrefois, il nous fallait, en un mandat, on pouvait réaliser 3 projets. Aujourd'hui, il nous faut 3 mandats pour faire un projet. Et donc, c'est extrêmement long, extrêmement contraignant. Et donc, le temps politique, maintenant, est un temps long. Et sur un seul mandat, on met en place les choses. On le voit d'ailleurs autour de nous, dans les villes comme Anglet, Bayonne. Le premier mandat sert à poser les bases, poser les fondations. Et le deuxième permet de concrétiser les projets. D'accord. Il y a eu quand même des réalisations. Là, on va en parler un peu de tout ce qui va parler du cœur de la ville, que vous avez quand même réussi à aboutir. Alors, il y a énormément de choses qui ont été faites, puisqu'on a quand même un bilan, mais quand je parle de projets, je parle des projets du temps long, créer un quartier, recréer une activité économique, structurer l'activité culturelle, repositionner la ville sur un tourisme qui est différent, repositionner la ville aussi au sein d'une agglo qui avait besoin de se poser. Donc voilà, tout ça, c'est du temps long et c'est du structurel. Et donc, vous n'avez pas hésité à vous représenter pour justement poursuivre ces projets? Alors, pas hésiter. Évidemment, j'y réfléchis parce que c'est un sacerdoce. C'est pratiquement l'intégralité du temps qui est consacré à ça. D'abord parce que c'est passionnant et que moi, je ne sais pas faire les choses sans passion. Mais non, la réponse, elle a été évidente. Je pense qu'arrêter maintenant, je l'aurais presque considéré comme un manque de courage et comme de la lâcheté. D'accord. Très bien. Donc, 3 drapeaux sont affichés sur la façade de la mairie. Devant la fenêtre de votre bureau. Donc, je ne sais pas si on le voit, il faut ouvrir la fenêtre, je pense. Alors, on le voit, sauf quand il y a des tempêtes, on les enlève parce que sinon, il faut les remplacer trop souvent. Mais il y en a 3. D'accord, il y a le drapeau français, le drapeau basque et le drapeau européen. Alors, lorsque vous les regardez, que représente-t-il pour vous, personnellement, aujourd'hui, après 6 années après 6 années de mandat? Qu'est-ce qui vous représente? Qu'est-ce qui symbolise pour vous ces drapeaux? Pour moi, c'était une évidence. D'abord, je suis française avant tout.
citoyenne française de la République française. Ensuite, je me sens profondément européenne. Même si l'Europe tousse et passe une phase qui est extrêmement difficile, je me sens quand même européenne. Et je me sens profondément basque, même si j'ai pu ressentir des frustrations depuis ma naissance, puisque sur mon état civil, ce n'est pas mon prénom qui apparaît, Maïder, mais Marie-Eder, c'est-à-dire la francisation de Maïder, parce que l'année où je suis née, en 1964, on ne reconnaissait pas les prénoms basques. D'accord. Donc je porte en moi cette envie de remettre sur le devant de la table ce que je suis, ce que nous sommes, ce que nous portons, ce en quoi nous sommes différents, uniques, parce que nous sommes basques. D'accord. Et donc le cadre national impose des lois comme la loi SRU. Le cadre européen influence les normes environnementales et agricoles, des fois qui ont un impact indirect, plus ou moins direct sur la localité. Et le cadre intercommunal redistribue des compétences. Dans votre expérience de maire, ces cadres ont-ils été davantage des leviers ou des contraintes ? Ils sont les deux à la fois. Je pense que la loi SRU, c'est une loi qui a été importante puisqu'elle a imposé à des maires de faire de la construction de logements sociaux. Maintenant, il faut vraiment la revoir. Imposer la même chose entre Dunkerque, Biarritz, Nantes et Lens, c'est pas possible. On est un territoire extrêmement contraint, loi littorale, courbe aéroport, Natura 2000, plus de 50% du territoire est inconstructible. Personne n'a envie de se retrouver avec de nouveau des R+9, R+10 à Biarritz. Donc il faut nous laisser faire, il faut faire confiance aux maires de France. Il faut arrêter de nous imposer des lois trop parisiennes et faites par des fonctionnaires de grande qualité, mais qui souvent ne connaissent pas les territoires comme nous, on peut les connaître. Mais quelle marge de manœuvre a un maire face à ces lois nationales ? Ah ben, clairement, il n'en a aucune. On est très cadenassé par les préfets. Donc, à chaque fois, il faut qu'on aille voir les parlementaires locaux et nationaux et dire ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, l'Association des maires de France, dont je fais partie, fait un travail formidable auprès du gouvernement, auprès des parlementaires, pour essayer de faire évoluer des lois qui sont inappropriées, au minimum toxiques, dans certaines communes. Le préfet, vous avez annoncé le national, mais le préfet peut prendre l'initiative, prendre ce pouvoir de créer des logements. C'est son droit, c'est sa prérogative. Comment vous pouvez lutter contre ça ? On lutte en produisant du logement. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention. On ne produit pas du logement parce que le préfet nous demande d'en produire et parce qu'il y a une loi SRU. Bien sûr, c'est une réalité. Moi, ma réalité, c'est pas celle-ci. Moi, ma réalité, c'est pouvoir loger les plus de 1800 biarros qui n'ont pas de logement. Toutes les semaines, quand je reçois des biarrotes, des biarros, des personnes âgées, des couples séparés, des personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à avoir un logement, qui n'ont plus accès au logement. Moi, c'est mon sujet. Je ne dis pas que l'imposition du préfet, je m'en moque, ça n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on fait pour que cette ville ne se transforme pas en une ville dans laquelle on ait les deux morceaux de l'omelette, c'est-à-dire des personnes extrêmement précaires et des personnes CSP++, donc avec de gros moyens, et dans lequel la classe moyenne aurait complètement disparu, parce que c'est ce qui est en train de se passer déjà depuis quelques années. Et donc, il faut permettre aux kinés, aux professeurs, aux assistantes maternelles, aux policiers municipaux de revenir vivre dans leur ville. Oui, là, vous parlez d'un sujet important, la précarité au sein de Biarritz. Loger les biarros, c'est une question qui nous revient souvent ici. Comment distinguer, faire la distinction entre le logement social, loger des gens fragiles et loger les biarros? Est-ce que vous faites une distinction entre les deux? Alors, il n'y a pas de distinction à faire parce qu'aujourd'hui, près de 80% de la population est éligible au logement social. Donc la population à Biarritz. La population très précaire dont on parle, elle n'est qu'une partie de ces biarros qu'on peut loger dans la loi SRU. Donc, on a fait un rapide calcul avec l'adjointe au logement, Madame Pourvab. On s'est aperçu que 90% des attributions de logement qu'on a fait pendant le mandat l'ont été à des personnes liées à la commune de Biarritz, donc qui sont des biarros. 90%. 90%. Et est-ce que, par exemple, quand on construit des logements sociaux, on
on bouleverse un peu l'ordre des questions, mais c'est pas grave. Donc les logements sociaux, est-ce que vous pouvez, vous en tant que maire, dire, moi 100% des logements sociaux qui sont construits, je vais les attribuer aux Biarros, en tout cas aux personnes qui habitent et qui travaillent ici. Est-ce que c'est Clairement non. Clairement non, et ça c'est un manque dans la loi. On travaille beaucoup avec l'Association des maires de France pour retrouver cette capacité à décider, parce que nous on connaît notre population, on connaît les histoires de chaque Biarrote et de chaque Biarrot, donc on sait mieux que ces commissions. Mais c'est vrai que voilà, il y a certainement eu des abus par le passé, et donc aujourd'hui on a des commissions d'attribution qui ne laissent pas au seul maire la main sur ces attributions. Alors que le maire ne soit pas seul décideur ne me choque pas en soi, mais qu'au final le maire n'ait pas la décision finale, ça c'est choquant. Oui, en plus en interviewant des maires en Iparralde, on est parti l'été dernier, ils nous disaient, nous on vote des décisions, on prend des décisions pour Biarritz alors qu'on n'y connaît rien. Voilà, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que il vaudrait mieux que le maire ait tout le pouvoir au moins sur ce problème de l'immobilier. La décision finale. En tout cas, la décision finale. Voilà, qu'après il puisse y avoir des concertations, des avis, des opinions différentes, bien sûr, mais au final, c'est le maire qui doit avoir la décision finale. Alors, quelle solution aujourd'hui comment vous rassureriez les Biarros aujourd'hui en leur disant voilà ce que je vais faire pour que tous les Biarros en fait puissent se loger chez nous. Alors, je ne sais pas si ce serait honnête de ma part de dire qu'on pourra trouver une solution pour tous les Biarros. En tout cas, apporter des solutions qui permettent à de plus en plus de Biarros de rester chez eux ou de revenir chez eux, ça c'est possible. Donc déjà, c'est de réaliser le plus rapidement possible le quartier Aguilera, qui est un quartier qui est déjà lancé. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. De commencer rapidement avec la communauté d'agglomération, le quartier Irati, qui doit être un quartier mixte de logements, d'activités économiques diversifiées. On propose même d'y créer de l'enseignement, de la recherche, de l'activité économique aussi autour de l'intelligence artificielle, autour de la medtech, donc la technologie sur la santé, peut-être même des services publics. Donc demain, Aguilera, lorsque bien sûr on aura résolu les problèmes d'entrée et d'accès et de sortie de ce quartier, lorsqu'on aura aussi redonné sa place à l'eau, parce que c'est un quartier qui est un exutoire de la Richag et qui est régulièrement inondé. Donc dans les projections qu'on fait de ce quartier, il faut pouvoir redonner sa place à l'eau. Et on travaille avec une agence d'urbanisme qui a été sélectionnée par la communauté d'agglomération qui travaille sur ce quartier, car je le rappelle, la différence entre Aguilera et Irati, c'est que Aguilera, les terrains appartiennent à la commune, à Irati, les terrains n'appartiennent pas à la commune, ce sont des terrains privés. Donc il faut s'en rendre propriétaire, et c'est ce qu'a fait la communauté d'agglomération pour le compte de la ville. D'accord, donc Aguilera, c'est un sujet très sensible. En fait, les candidats n'ont pas du tout le même projet sur ce domaine qui était dédié au sport. Alors, ils l'avaient tous. En 2020, on avait tous le même projet. Ah, très bien. Il y avait quelques nuances, mais tous les candidats étaient partis du postulat que pour rénover les infrastructures sportives amateurs et professionnelles, il fallait des revenus, et que ces revenus, c'était la vente de terrains pour construire du logement qui répondait à une demande. Et, pardon de vous le dire, mais en 2020, tous les candidats promettaient la même chose. Progressivement, lorsqu'on a avancé sur le projet, ils se sont tous rétractés les uns les autres, mais vous reprenez les archives de 2020, tout le monde disait la même chose. Et même on évoquait 450 logements, avec même on évoquait le nom d'un promoteur qui pouvait être piché. Alors on défrichait le bois du Mont d'Orient allègrement. On faisait en fait beaucoup de choses dont on ne savait pas qu'elles seraient interdites, parce que la réglementation sur la désimperméabilisation des terrains est devenue de plus en plus contraignante. Et aujourd'hui, il n'y a pas une autorité étatique qui va vous laisser couper un arbre, couper une partie du bois pour construire un logement. D'accord, mais alors, du coup, pour vous, qu'est-ce qui fait que vos concurrents à la municipale ont changé d'avis et ne veulent plus du tout construire pour la plupart
de logement, en tout cas pas sur le centre. Je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question. Pourquoi est-ce que vous vous engagez et vous vous faites élire sur un projet et que, arrivé 1 an avant la fin du mandat, vous hurlez en disant que ce projet n'est pas bon et qu'il ne faut pas le faire? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas en capacité d'expliquer. Moi, j'appelle ça du reniement. Peut-être qu'ils ont une autre explication. D'accord. En tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur. Vous le défendez bec et ongles. Mais j'ai été élue par les Biarros pour réaliser ce projet. Et quand on dit qu'il n'y a pas eu de concertation, c'est faux. Il y a eu 3 réunions publiques. Il y a eu des balades urbaines. Il y a eu des ateliers avec les Biarros. Tout ça, aux ateliers, les gens l'ont oublié. Exactement. Donc, vous savez bien qu'il y a eu de la concertation. Cette concertation, elle a été longue justement pour éviter que les personnes ne se sentent éloignées de ces décisions-là. Bien sûr, il y a eu aussi des enquêtes publiques dans lesquelles on a activé des personnes qui ne sont pas votantes à Biarritz et qui ont laissé des avis négatifs. Mais moi, je n'ai pas envie que des personnes qui ne sont pas des habitantes de Biarritz viennent préempter des décisions qui appartiennent aux Biarros. Les Biarros ont voté pour ce projet. Ils ont demandé au maire qu'ils ont choisi de mettre en place ce projet. Le maire les a associés. Il y a eu des ajustements dans la première proposition qu'on a faite aux Biarros. C'est vrai, on détruisait le Coubertin. Ils nous ont dit, mais hors de question, vous nous remettez le Coubertin. On a remis le Coubertin. Au début, on est arrivé avec 350 logements. Ils nous ont dit non, 350 logements, c'est trop dense. Vous baissez. On a baissé à 250. Il y a eu un échange, il y a eu du dialogue, il y a eu de la concertation et on est revenu sur des propositions qu'on avait faites au Biarros. Et donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en diffusant des fake news, en nous tapant dessus matin, midi et soir, c'est vrai, ils ont réussi à brouiller les esprits et à faire que beaucoup de Biarros nous disent on ne comprend pas trop le projet, ça a l'air bien. Ils sont inquiets aussi en se disant mais attendez, nous on vient à la polyclinique, comment on va faire pour se garer? Alors d'abord, je voudrais leur dire, vous pouvez continuer à venir à la polyclinique parce que la polyclinique, elle est toujours là parce que je me suis engagée en 2019 à ce qu'elle reste. Elle devait repartir à Bellara, à Bayonne. Et donc, je me suis engagée à faire construire une traversée permettant au personnel soignant et aux patients de pouvoir se garer sur le plateau d'Aguilera. Donc, il était convenu avec la clinique que pendant tout le temps avant la création de ce quartier, ils pourraient venir utiliser le stationnement d'Aguilera. Il y aura du stationnement pour la polyclinique, bien évidemment. Il y aura 450 places qui seront à destination des usagers du plateau de la polyclinique. Et dans les logements, l'ensemble des habitants auront leur propre parking. Ça sera des R+... R+, 4, 5, donc il y aura ce qu'on appelle des épanelages. On est à plus de 60% de social, avec surtout une possibilité pour les Biarros d'acheter selon le modèle qu'on appelle le BRS, Bail Réel Solidaire. C'est un modèle un peu spécial qui permet de devenir propriétaire de l'appartement, mais pas du foncier. Surtout, il va permettre à une 50aine de ménages Biarros d'acheter à moins de 4 000 € le mètre carré un appartement, garage compris. Et ça, je vous mets au défi de trouver une telle proposition sur Biarritz. Et c'est un système en plus qui évitera la spéculation qu'on a pu connaître, par exemple à Kléber, dans lequel il y a eu de l'accession sociale à la propriété. Et au bout de 5 ans, les gens ont revendu en faisant une marge terrible. C'est 5 ans je pensais que c'est 7 ans. Non, c'est 5 ans. Alors, c'était 5 ans à Kléber. Oui. Là, nous avons vraiment mis le BRS parce que vous ne pouvez pas spéculer avec le BRS. Et il vous permet, voilà, même lorsque vous revendez votre logement, ce 4 000 € les mètres carrés ne se retrouve pas à 5 000, c'est un bon placement à Biarritz, 4 000 € le mètre carré. Mais c'est surtout une réponse appropriée aux Biarros qui cherchent à se loger dans un quartier qui va être extraordinaire. Très bien. Donc, le logement, Aguilera, une solution. Et Irati. Alors, Irati, parce que j'entends parler de tout. Il y a beaucoup de projets qui circulent, notamment un immeuble de 15 étages en plein milieu, des privés. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est une agence d'urbanisme qui va travailler sur un projet pour le compte de la communauté d'agglomération avec les élus Biarros. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, voilà, il faut penser les usages, il faut, comme je vous l'ai dit, repenser la place de l'eau et surtout repenser les accès. Après, on verra, 15 étages, voilà, on n'est pas là-dedans. L'important, c'est de faire différemment de toutes les erreurs qu'on a pu faire. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce problème avec Aguilera? Parce qu'on a vendu le terrain d'à côté sans même proposer à la polyclinique un espace pour faire un parking silo. Il faut repenser correctement la ville et arrêter d'être focalisé sur des... bien sûr, ce n'est pas un détail, la taille d'un immeuble, mais il faut vraiment penser globalement la ville et non pas penser par petites parcelles en fonction des envies ou des besoins des uns et des autres.
Pensée globale à Biarritz, c'est aussi pensée sport et bien-être. Donc du coup, la plaine Aguilera, la place du sport. Il reste majeur, central. Je rappelle d'ailleurs à vos auditeurs, certains doivent le savoir, que les terrains n'ont jamais été offerts par la comtesse de Bendern à la ville de Biarritz. Elle ne les possédait pas. Les terrains ont bien été achetés par l'argent public par le maire Pierre Forsens en 1906, qui les a achetés à un privé, Don José de Aguilera, pour permettre aux Biarros, c'est-à-dire au peuple biarro, de faire du sport. Et donc la plaine d'Aguilera a vocation à rester une plaine sportive. Le seul problème, et les usagers de la plaine sportive le savent bien, toutes les infrastructures sont dans un état de grande vétusté. Il y en a pour des dizaines de millions d'euros de tout refaire. Nous avons commencé. 20 millions d'euros ont déjà été fléchés sur ce mandat. C'est pour ça que dans le projet que les Biarros ont reçu, nous ne parlons pas de ce que nous avons lancé, c'est-à-dire nous ne parlons pas des logements, nous ne parlons pas du centre de formation, nous ne parlons pas de l'USB et nous ne parlons pas du paddle qui a été terminé, parce que tout cela est déjà lancé. Tout cela a été déjà préfinancé. Nous évoquons ce qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, c'est-à-dire Aguilera 2, plus de sport, mieux de sport, le projet du BO Omnisport, les tennis, les paddles enterrés, le bassin nordique qui est une réponse, qui est une piscine chauffée mais pas couverte de 50 mètres qui répond aux besoins des associations biarrotes qui sont des associations championnes sur la natation, sur le Biarritz sauvetage côtier, un city-stade, la piste d'athlétisme refaite à l'identique et bien sûr un quartier à la hauteur des besoins des Biarros, à la hauteur de notre ville et non pas vétuste avec ce parking qui est... voilà, un espace totalement minéralisé. Et je rappelle que la partie qui sera construite en termes de logement ne représente que 8% de l'ensemble du plateau d'Aguilera. Seulement 8% sera dédié au logement. Une grande désimperméabilisation. On va désimperméabiliser 1,8 hectare. Donc on va refaire du sport au milieu d'une nature qui sera encore plus dense que ce qui existe aujourd'hui. Parce que malgré tout ce qu'on imagine, le plateau d'Aguilera est très imperméabilisé déjà. Juste avant d'approfondir le bien-être et la santé des Biarros, je voudrais juste rapidement parler en fait des problèmes du logement toujours, mais par rapport aux solutions, des solutions qu'on peut trouver avec les appartements vacants, les résidences secondaires. En fait, beaucoup d'auditeurs, en tout cas les personnes qu'on croise, nous disent « Mais attends, il y a plein d'appartements, surtout ici, on est dans le quartier Saint-Charles, il y a plein d'appartements vacants, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter justement tous ces propriétaires à louer les appartements aux Biarros ?» Alors, il y a eu déjà une mesure qui a été mise en place avec la communauté d'agglomération, qui est la mesure sur la compensation, qui était destinée à donner un coup d'arrêt, assez brutal d'ailleurs, à cette... industrialisation de la location saisonnière. Donc, ça a été fait avec des retours assez positifs. On a récupéré une petite centaine de logements à la location à l'année sur Biarritz, mais ça n'est pas suffisant et surtout, il y a eu des effets secondaires que nous voudrions contrer. Les effets secondaires, ce sont par exemple des familles qui ne peuvent plus garder un bien familial dont elles ont hérité parce que les charges de copropriété sont trop importantes ou l'entretien du bien est trop important. Ce sont aussi des personnes qui ont une toute petite retraite et dont cette location saisonnière permettait d'avoir un complément de revenus. Et donc, nous avons proposé dans notre programme 2026-2032 de permettre une résidence en location saisonnière par foyer, de façon à ce que le bien familial dont on a hérité, on puisse le conserver avec les revenus issus de cette compensation. Ça, c'est une des mesures que nous avons proposées. Moi, je pense que faire revenir de la location à l'année, ça passe aussi par un lobbying auprès des parlementaires. Moi, tous les propriétaires que je vois me disent tant que je n'ai pas la possibilité, comme partout en Europe, comme en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, les locataires qui ne payent pas ne peuvent pas rester indéfiniment dans un logement. Ils sont expulsés. De même que fiscalement, il faut inciter les propriétaires à louer à l'année. La fiscalité sur la location à l'année est bien plus dissuasive que la location saisonnière. Donc si vous arrivez à trouver une fiscalité qui permet... d'être beaucoup plus intéressante pour les locataires à l'année. Et si vous permettez d'expulser les locataires qui ne payent pas, eh bien, les propriétaires nous disent, oui, dans ces cas-là, nous, on serait intéressés à remettre du logement à l'année.
Mais comment y arriver à ce changement, puisque c'est des lois nationales, voire des directives à l'Europe, ça se passe comme ça s'appelle du lobbying. Il faut que, et c'est aussi, pardonnez-moi d'y faire référence une nouvelle fois, mais elle est très active parce qu'il y a un président qui est extraordinaire, qui est David Lisnard, qui est maire de Cannes et qui est président de l'Association des maires de France, qui nous demande, à nous les maires de France, ce dont on a besoin. On a besoin que l'AMF fasse du lobbying auprès des parlementaires en permettant justement le retour de cette location à l'année. On le voit bien, tout le monde nous dit que le marché de l'immobilier est complètement atone. On a besoin aujourd'hui que les propriétaires puissent louer des biens à l'année et qu'ils ne perdent pas d'argent, en tout cas qu'ils ne soient pas perdants. Ils sont la clé. On a longtemps protégé les locataires, ce qui est une très bonne chose. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Mais maintenant, il faut protéger les propriétaires. Ils sont la clé du logement à l'année. Les propriétaires, et dans les propriétaires, il y a aussi des propriétaires qui n'ont pas des gros revenus et qui font du Airbnb. Absolument. Et qui sont un peu coincés aussi avec certains règlements qui les obligent à avoir deux logements en fait. C'est pour ça qu'on propose, justement, c'est pour ça qu'on propose un aménagement de cette mesure de la compensation qui permettra au moins pour un logement d'avoir un logement en Airbnb en plus de sa résidence principale. Et donc ça avance bien, ce projet Alors, on l'a écrit. Il faudra le travailler avec la communauté d'agglomération. Et donc, je m'y engage. Je ne suis pas seule. Le maire de Saint-Jean-de-Luz, le maire d'Andaille, et je suis certaine que le maire d'Anglet, demain, soutiendra cette démarche qui devra s'effectuer au sein de la communauté d'agglomération. Donc, des biarros bien logés, ça, c'est quand même important pour le bien-être, quand même. Voilà. Même si on peut ici se loger dans des appartements ou des maisons qui ne répondent pas aux normes européennes ou nationales, parce qu'on a un climat quand même relativement tempéré. Je dis ça, c'est j'ouvre une parenthèse, parce qu'avec les contraintes qui obligent les propriétaires à faire des travaux, à mettre aux normes, etc., on en connaît qui préfèrent ne pas louer parce qu'ils ne peuvent pas non plus augmenter les loyers. En fait, il y a plein de règles qui coincent en fait, ces propriétaires. Et mais tant mieux si les maires de France font un travail, en tout cas poussent pour que ces lois évoluent. Le bien-être, c'est aussi c'est aussi la salubrité. On va parler peut-être des eaux de baignade, on va parler peut-être des réseaux d'assainissement. Oui, alors c'est un sujet dont je me suis emparée dès le départ et j'ai demandé au président de l'agglomération d'avoir cette compétence qui, je le rappelle quand même, est le plus gros budget d'investissement de l'agglomération. Donc la ville de Biarritz s'est vue confier le plus gros budget en termes d'investissement de l'agglomération au travers de sa vice-présidente que je suis. Nous nous sommes attelés bien sûr au sujet biarro, c'est important, mais pas que, parce que l'eau c'est quand même comme l'air, ça ne connaît pas de frontières. Il y avait encore beaucoup à faire. Sur Biarritz, alors il y a toujours un décalage dans le travail de l'assainissement, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous votez les travaux et vous les réalisez, vous avez un delta à peu près de 2 ans. Donc quand je suis arrivée, j'ai inauguré un bassin de rétention au lac Marion qui avait été décidé et financé par mon prédécesseur. Et là, en plus, comme il y a eu le Covid, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été décalées. Donc là, il va y avoir beaucoup de réalisations qui ont été décidées et financées pendant mon mandat et qui vont être réalisées en 26-27. Je pense au bassin La Bordotte, quartier Beau-Rivage. Je pense au bassin de rétention à Milady. Je pense à l'émissaire de la Milady. Beaucoup de travaux ont été réalisés. Le séparatif sur les rues de Madrid et de Milady. L'ouvrage, l'infrastructure à la grande plage qui permet de limiter au maximum les rejets. Et puis, ces ouvrages dont je vous ai parlé, on est sur un total de 10 millions d'euros sur un seul mandat, ce qui est beaucoup d'argent. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur l'ensemble des communes, notamment Saint-Jean-de-Luz, dans lequel ça sera la plus grosse et la plus moderne station d'épuration de tout le Pays Basque, qui va se construire. C'est un projet à 45 millions d'euros sur lequel j'ai travaillé et qui va ne pas bénéficier qu'à la seule commune de Saint-Jean-de-Luz, bien évidemment. Et donc, du coup, moi, je fais vite le parallèle avec les constructions. Est-ce que tous ces bassins de rétention, ces réseaux seront suffisamment dimensionnés pour accueillir les constructions, toutes les constructions qui arrivent à venir, notamment à Aguilera ou pas, ou c'est complètement le réseau va partir ailleurs Comment ça se passe? Alors, c'est la problématique. Il y a deux choses différentes. Il y a la station d'épuration qui, elle,
est surdimensionné pour accueillir toutes les personnes dont on parle, et y compris les pointes en période estivale. Donc la station d'épuration de Marbella n'est pas un sujet en termes de capacité. Notre difficulté, ce sont les réseaux. Nous avons 60% des réseaux qui sont en unitaire, mais nous avons quand même 40% des réseaux qui sont en séparatif, malgré tout, plutôt dans les quartiers récents. Et notre problématique, c'est la topographie de Biarritz, c'est-à-dire une ville très en pente. Donc lorsqu'il pleut et lorsqu'il pleut beaucoup, l'eau qui ruisselle à très grande vitesse, qui n'a pas le temps d'être absorbée par la terre, ça a peu de choses à voir avec le fait qu'on construise un quartier ou deux supplémentaires. C'est plutôt effectivement des bassins de rétention qui de toute façon seront obligatoires avec les nouvelles constructions. Et c'est notre capacité dans les quartiers qui ne sont pas l'hyper-centre-ville à faire du séparatif. Faire du séparatif dans l'hyper-centre-ville de Biarritz, c'est tuer le commerce pendant 3 ans avec l'incapacité d'ouvrir un seul restaurant, une seule boutique, et de plomber le budget de beaucoup de Biarros, puisque ce sont des travaux colossaux. Donc allons vers des choses réalistes, faisables, même ambitieuses, mais ne nous mettons pas dans des choix hasardeux et populistes. Et oui, parce que ces réseaux, en fait, on en parle aussi, parce que quand il pleut beaucoup, les égouts débordent, etc. Donc, on peut naturellement se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est sous-dimensionné, ou les bassins sont saturés. Et en plus de ça, on déverse tout dans l'océan. En fait, c'est tout ce qui se dit, en fait. Alors, mais il y a ce qui se dit et il y a la réalité. C'est-à-dire qu'il y a très peu aujourd'hui de débordements. D'année en année, malgré le changement climatique qui affecte les précipitations et qui rend des précipitations de plus en plus importantes, le nombre de déversements est de plus en plus limité. Et lorsqu'ils ont lieu, nous nous sommes dotés déjà depuis plusieurs années d'un système de surveillance qui permet d'informer les citoyens, les usagers, et de dire ne vous baignez pas, il y a un risque. Donc aujourd'hui, lorsque la baignade est ouverte, le risque n'existe pas. Donc aujourd'hui, on est en capacité de dire, mais comme lorsque vous allez faire du ski, lorsqu'il y a des avalanches, notre devoir est de protéger les citoyens. Donc notre devoir n'est pas de dire le milieu naturel doit être fréquentable 100% du temps. On est quand même dans la nature, il faut se rappeler ça. On ne domptera jamais la nature. Je rappelle que la pire des pollutions, c'est la pollution naturelle de l'eau qui ruisselle et qui amène avec elle de la terre, des bactéries, une pollution chimique, et celle-ci, personne ne peut l'arrêter. Oui. Donc aujourd'hui, c'est important de savoir quelle est la vraie pollution dont il faut faire attention. On s'est doté de moyens à la fois de prévention, de limitation de ces rejets. On s'est doté de moyens de communication de façon à permettre aux Biarros de savoir lorsqu'ils ne peuvent pas se baigner, et rappeler que lorsqu'il y a un orage, les écoulements naturels d'eau de pluie chargés de pollution naturelle font qu'on ne doit pas se baigner après un orage, même s'il n'y a pas de déversement des égouts. Très bien, c'est vrai qu'il faut que nous, les Biarros, on s'habitue aussi à ces nouvelles directives. Comme vous le rappelez, c'est comme au ski. Quand il y a une alerte avalanche, on comprend qu'il ne faut pas y aller. Et pourtant, il y en a qui vont. Alors que là, nous, c'est la tradition, on se baignait tous les jours, les ours blancs. En fait, Biarritz, c'est un peu particulier. Alors effectivement, il y a peut-être de nouvelles habitudes à prendre, en tout cas. Tant mieux si c'est pour préserver la santé des Biarros, voilà. Et dans la santé des Biarros, on a parlé de salubrité. Bon, il y a tellement de choses à dire, la propreté de la ville, tout ça, mais bon, qui est peut-être les ramassages des ordures, c'est l'agglomération, ou c'est la ville, c'est qui s'est fait. Alors, la compétence gestion des déchets, c'est l'agglomération. C'est l'agglomération. Mais de toute façon, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours la faute du maire, rassurez-vous. Oui, c'est normal. Donc, quand les poubelles ne sont pas ramassées, c'est la faute du maire. Oui, c'est normal. On préfère couper le maillon le plus faible, le plus petit de la chaîne. Je vous remercie pour cette image, ça me fait très plaisir, Patrick. J'ai pas dit faible, je voulais dire petit, mais... Non, je vous taquine. Bon. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est la compétence de l'agglomération, mais la ville a sa responsabilité. Et c'est vrai qu'on a fait un très gros travail avec l'agglomération sur le ramassage des déchets, sur les déchets sauvages, avec notamment l'embauche d'un garde champêtre qui est capable de verbaliser ces innombrables incivilités que nous avons eues depuis le Covid. Nous avons rénové les containers enterrés. Aujourd'hui, on a une ville qui est beaucoup plus propre que ce qu'elle était en 2020, notamment en post-Covid. Mais il faut là aussi
pour moi, la principale des difficultés, c'est la lutte contre les incivilités. Bon, on continue à parler d'habitabilité, santé, bien-être, et ça passe bien sûr par l'alimentation, des commerces de qualité aussi, des produits de qualité, et l'alimentation, bien sûr. Et nous, ici, à Radio Biarritz, on s'intéresse et on soutient nos amis paysans et nos amis producteurs locaux. Et donc, du coup... déjà 2 questions. Comment préserver une diversité commerciale de qualité qui ne soit pas uniquement tournée vers le tourisme? Oui, et puis, deuxième question, peut-être comment redonner, quelle place souhaitez-vous ou souhaiteriez-vous accorder aux producteurs locaux? Je sais qu'il y a eu des petits marchés qui se sont mis en place dans les quartiers, à Saint-Martin, à Saint-Charles. Mais on a l'impression que c'est pour leur faire plaisir, on leur met un petit coin de rue, etc. C'est pas très structurant, je trouve, dans une ville, alors que historiquement, les villes étaient nourries par les producteurs locaux. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut donner plus de place aux producteurs locaux? Alors, je vous rappelle qu'historiquement, les producteurs locaux se retrouvaient dans les halles. Oui. Et qu'à Biarritz, nous avons des halles. Et que dans le règlement qui a été pris il y a 2 ans, la priorité est faite justement aux producteurs locaux et non pas aux innombrables sollicitations qu'on peut avoir de bars, de vente d'alcool, etc., etc. Donc là-dessus, le règlement qui a été adopté nous permet vraiment de donner la priorité aux producteurs locaux. À l'intérieur des halles ? À l'intérieur des halles. Également, bien sûr, à l'extérieur, dans lequel tous les samedis, vous avez des producteurs du Pays Basque qui viennent. Ce sont bien sûr des habitudes qui ont continué. Et nous avons souhaité donner aussi la possibilité à des paysans et producteurs locaux d'utiliser nos places dans nos quartiers qui n'étaient pas du tout utilisés. C'était notre engagement. Il a été respecté et je pense que les biarros dans les quartiers sont ravis de la qualité parce que nous veillons justement à ce que ces producteurs soient des vrais producteurs et non pas des vendeurs qui vont se servir dans des centres tels que les grossistes. Tels que les grossistes. Donc parfois, c'est vrai qu'on a pu avoir des manques de producteurs parce que ce sont des vrais producteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous avons beaucoup travaillé sur l'alimentation des enfants dans les écoles avec les cantines et dans lequel, avec les parents et avec une diététicienne, nous avons augmenté la part du bio. Plus de 60% des produits sont bio ou en agriculture raisonnée et en agriculture de proximité. Donc ça, c'est un travail qui a été mené depuis le début du mandat et qui a énormément plu. Donc on est vraiment très attentif dans les achats à sélectionner le plus possible les producteurs locaux, sachant que ce sont quand même des quantités assez importantes que nous commandons et que les petits producteurs locaux, souvent, ne sont pas à même de répondre à ces marchés. Donc on essaye de compléter les achats justement sur ces petits producteurs. Et le troisième travail que nous avons effectué, je viens justement de signer hier, le bail sur la ferme maraîchère sur laquelle nous nous étions engagés, qui est située sur le terrain du syndicat intercommunal Ibaritz-Morisco, qui est à cheval entre la ville de Biarritz et la ville de Bidart, dont je suis la présidente et dont Emmanuel Azuri, maire de Bidart, est le vice-président. Nous avons travaillé pendant 4 ans pour que ces terrains soient transformés en fermes maraîchères de façon à alimenter les cantines de la ville de Bidart, les cantines de la ville de Biarritz, les EHPAD, les centres de loisirs. Donc, c'est devenu une réalité concrétisée et signée hier à 16h. Et donc, nous avons ce projet qui se met en place. Donc, nous avons tenu nos engagements sur ces sujets-là. C'est une continuité de la ferme urbaine dont on parlait déjà. C'est la ferme urbaine. C'est la ferme urbaine. C'est la ferme urbaine. Et alors, la ferme urbaine, bon, d'accord, je trouve que c'est un bon principe, mais c'est produire, en fait, c'est rajouter une ferme dans la ville. C'est pas utiliser les producteurs d'Iparralde. Alors, les producteurs d'Iparralde ne sont pas souvent en capacité de fournir, c'est-à-dire qu'on a très peu de maraîchers. La difficulté qu'on a, on s'en est aperçu notamment avec Isabelle Pargade, qui est ma collègue vice-présidente à l'agriculture, à la communauté d'agglomération. Nous avons de très grosses difficultés à permettre aux maraîchers de vivre de leur travail. Ils ont des revenus qui sont trop importants, trop peu importants. Et justement, le travail magnifique qu'a fait Isabelle avec les maraîchers a été
d'essayer de les soutenir et de leur permettre de vivre de leur travail. Donc, nous essayons de leur donner la priorité, mais ils ne sont pas en quantité suffisante, si je puis dire. Et il faut les aider parce qu'ils n'arrivent pas à vivre décemment de leur travail. Bon, donc on voit que c'est quand même un sujet qui vous interpelle quand même. Alors, je parle des maraîchers, hein, bien sûr. Ouais. Il y a d'autres, il y a le fromage, enfin, il y a autre chose. Mais c'est vrai que le focus, puisque vous me parlez de la ferme, c'est vraiment sur les maraîchers. D'accord. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte que les Halles redeviennent un lieu d'accueil pour les... Mais elles sont un lieu d'accueil, Patrick. Pour les producteurs, pas à l'intérieur. Ah bah si. C'est des beaux commerciaux, quand même. Ah bah on donne quand même la priorité à des producteurs locaux, quand même. Bon. Je vais vous inviter au Halles. Oui, on va y aller ensemble. parce que ça doit évoluer. On va y aller ensemble. Ça doit évoluer. Ça évolue. Et tant mieux, parce que voilà. On est allé cet été à Niparaldé, si vous nous avez suivis sur la chaîne. J'ai suivi. Alors du coup, là, je reprends le fil des commerces, du commerce et du tourisme. Comment éviter que les commerces de qualité en ville ne se transforment pas en commerce uniquement dédié au tourisme? Alors ça, on n'a pas la main là-dessus. D'accord. Nous, on a la main sur les Halles. Après, ce sont des transactions privées. Une ville n'a pas la main sur le choix des commerces. D'accord. Bon. Donc on continue, santé, on a parlé d'alimentation, etc. Mais maintenant, on va parler sécurité aussi, parce que ça fait partie de l'habitabilité. La sécurité à Biarritz, c'est quand même une ville relativement sécure, mais quand même, il y a des dispositifs. Vous avez mis en place des dispositifs pour améliorer et sécuriser les biarros. Déjà, est-ce que vous pouvez faire un bilan, nous dire un peu ce que vous avez mis en place et faire un bilan des résultats? Est-ce que c'était des dispositifs, je parle des caméras en fait, et aussi l'augmentation de l'effectif des municipaux, des agents municipaux? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a une délinquance à Biarritz? Et qu'est-ce que vous allez faire de plus ou de moins pour la sécurité des biarros? Alors d'abord, ça a été notre premier engagement, notre premier gros poste, oui. Le chantier de la sécurité. On dit il ne se passe pas grand-chose à Biarritz. Il ne se passe pas grand-chose à Biarritz parce qu'il y a des choses qui sont faites pour qu'il ne se passe pas grand-chose à Biarritz. Vous voyez bien que dans les villes dans lesquelles on le laisse faire, il se passe des choses. Bordeaux, en 3 ans, a complètement basculé, vrillé dans de la délinquance. Toutes les villes en France sont susceptibles de vriller et de basculer dans de la délinquance et dans de la violence s'il n'y a pas de moyens de prévention. Et nous avons mis en place cette prévention, notamment en créant ex nihilo le centre de supervision urbain, qui est un centre dans lequel vous avez un parc de caméras vidéo qui sont reliées à des écrans. Et derrière ces écrans, vous avez des hommes et des femmes qui sont des opérateurs. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous sommes à 101 caméras qui couvrent quand même une grande partie du territoire biarro. Il faudra aller bien évidemment plus loin. Nous prévoyons au moins 100 caméras de plus, avec un focus particulier sur la protection de nos enfants et de nos jeunes, les écoles, les lycées, les collèges. Aussi avec une forme de prévention toujours lié aux incivilités sur les lieux où on stocke les déchets, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec des mini-déchetteries en ville parce que les gens ne respectent pas. Donc nous avons créé ce centre de supervision, nous avons armé la police municipale. Vous savez qu'armer la police municipale, c'est pas juste un jour acheter des armes. Il faut les former peut-être. Il faut les former, il faut faire un suivi de formation psychologique, il faut des endroits très sécurisés sur lesquels vous stockez des armes. Donc là aussi, ce sont des travaux, ce sont des infrastructures. Nous avons également créé une brigade de cynophiles. Donc, ce sont des maîtres chiens extrêmement intéressants et dissuasifs, notamment à la sortie des boîtes de nuit, dans lequel, là, vous verrez si c'est quand même assez actif, la sortie des boîtes de nuit. Les gens sont quand même assez éméchés. L'alcoolisation des fêtards, en particulier en post-Covid, a fait qu'il s'est passé des choses quand même dans Biarritz. Mais le système que nous avons mis en place de prévention, l'augmentation des effectifs aussi. Il faut bien rappeler aux Biarros que leur ville est surveillée par la police municipale, qui n'est pas d'ailleurs une obligation dans une ville, qui est quelque chose qui est une compétence non obligatoire. Nous avons une police municipale qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Et donc, c'est un budget qui est extrêmement important. Nous sommes très volontaristes sur cette politique de sécurité. Nous travaillons main dans la main avec la police nationale. Il y a de plus en plus de policiers en patrouille pédestre. Il en faudra demain toujours plus, parce que comme vous le voyez, Biarritz n'est pas un îlot avec une frontière qui fait qu'aucune incivilité, aucun acte de vandalisme, de violence n'est à exclure. Traditionnellement, vous le savez, nous sommes sur une plateforme tournante de la drogue en Europe avec la proximité de l'Espagne. Donc il se passe des choses, et si aujourd'hui Biarritz est connu pour sa tranquillité et apprécié des touristes pour sa tranquillité, c'est bien parce qu'il y a une politique extrêmement volontariste et dotée de gros moyens pour que la ville ne bascule pas comme d'autres villes malheureusement ont basculé en France. Le tourisme est source de délinquance ou d'incivilité ? Le tourisme est source de vie. Dans la vie, vous avez les choses positives et vous avez aussi la délinquance, bien évidemment. Mais là encore, c'est à nous doter des moyens de prévention. Et c'est ce que nous avons fait au travers de tous les dispositifs que je vous ai mentionnés. Vous allez en rajouter d'autres dispositifs Oui, le doublement des caméras vidéo, embauche de nouveaux policiers municipaux. On a aussi fait beaucoup sur la sécurité au niveau des plages et du plan d'eau. Voilà, je voulais en parler de la grande plage, justement, où traditionnellement les jeunes se retrouvent le soir, surtout l'été. Et ne serait-ce qu'hier, en fait, une maman m'a dit « Mais moi, maintenant, j'ose plus laisser ma fille le soir aller à la grande plage, donc l'été. » Donc là, est-ce que vous allez renforcer les surveillances là, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer, et qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer cette maman? Alors, il y a de la surveillance, il y a des caméras vidéo. On ne rapporte pas de phénomène de délinquance particulière le soir aujourd'hui à la grande plage. Nous l'avions fermé lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2020. Beaucoup de parents nous ont dit merci, beaucoup d'enfants nous ont dit un peu moins merci. Je pense qu'il faut laisser aussi ces lieux de vie, surveiller, contrôler. Après, si une maman a peur de laisser son enfant sortir, tout dépend à quel âge. Moi, je sais que j'ai vu des situations que je trouve pas forcément très recommandables. Des jeunes filles de 13-14 ans en sortie le soir et en état d'ébriété très avancé, comme ça a été le cas en 2021-2022. Je pense que les parents ont quand même peut-être un autre regard à porter aussi sur la sortie des très jeunes gens. Oui, les très jeunes gens qui sortent tard. Tiens, on me fait signe il nous reste pas trop de temps, mais on va balayer un peu les dernières questions. C'était important, cette partie d'habitabilité, parce qu'on parle quand même des Biarros, c'est notre sujet quand même. C'est vrai que le tourisme aussi est aussi un sujet pour les habitants. Trop de tourisme, dit-on. Où le tourisme ici c'est nécessaire pour le commerce, etc. Mais du coup, est-ce qu'on peut trouver une solution pour à la fois avoir du tourisme qui profite aux commerçants, bien sûr, à la ville, mais aussi aux habitants? Et est-ce que les habitants pourraient bénéficier des avantages qu'apporte le tourisme? C'est le cas. Et pas que des contraintes. C'est le cas. D'abord, il faut rappeler que Biarritz a toujours été une ville touristique et que les mois de juillet et d'août ont toujours été des mois qui ont été perturbants pour les Biarros. Souvent, les Biarros des quartiers, on les entendait début juillet dire « Bon, vous me reverrez en septembre. Moi, je ne mets plus les pieds à Biarritz. » Moi, je me souviens du temps où j'étais jeune, j'entendais déjà ça dans Biarritz. Il y avait des files de voitures du rond-point de l'Europe jusqu'au Port-Vieux. La ville n'était qu'un immense parking à ciel ouvert. Je pense que les vieux Biarros ont oublié ce qu'était Biarritz autrefois. Mais oui, les Biarros profitent du tourisme. Aujourd'hui, nous avons une ville animée à l'année avec une vie culturelle extrêmement dense, des spectacles. Il y a 20-30 ans, les gens nous disaient « Qu'est-ce que la ville est belle, c'est magnifique. » Mais alors, qu'est-ce qu'on s'y ennuie? Il ne se passe rien. Pourquoi est-ce qu'il se passe des choses aujourd'hui? Parce que justement, nous avons une activité économique, certes basée sur le tourisme, qui amène, y compris le week-end et dans des périodes justement qui sont de plus en plus étendues, de l'activité économique liée au tourisme. Et donc aujourd'hui, vouloir limiter le tourisme, c'est très bien, mais ça veut dire que mécaniquement, vous allez limiter les ressources de la ville qui ne pourra plus autant investir dans la vie culturelle, dans les infrastructures sportives. Tout ça est quelque chose de circulaire. Voilà. Moi, en tout cas, vieille Biarrotte, et là, c'est la citoyenne qui vous parle, moi, je ne veux pas retrouver ma ville d'il y a 30 ans. C'était une ville pas entretenue, triste,
sinistre et dans lequel on avait quand même en juillet et en août cet envahissement de tourisme. Moi, je préfère une ville comme aujourd'hui. Bien sûr, il y a des tas de problématiques, on peut pas le cacher, mais c'est une ville qui est plus équilibrée. D'ailleurs, on le voit, tous les jeunes veulent venir habiter ici. La France entière veut venir habiter à Biarritz. Il y a un tourisme à l'année, on le ressent quand même, hein. Donc ça s'étale aussi. Ça s'est étalé parce qu'on a aussi créé les conditions d'un étalement du tourisme. Avec les festivals notamment. Avec l'activité culturelle qui a été organisée justement pour donner de l'activité dans des périodes plus creuses, notamment Nouvelle Vague qui a été créée au mois de juin, qui était mine de rien un mois très creux. Donc aujourd'hui, on a plein d'activités au mois de juin. Donc aujourd'hui, l'activité, elle s'est lissée tout au long de l'année. Et on a moins de creux dans lequel, effectivement... En fait, dans ma question, il y avait aussi l'idée que est-ce que les habitants pourraient bénéficier aussi de la manne du tourisme. Là, aujourd'hui, on nous dit souvent, nous, les touristes, ça nous amène que des désavantages. OK, on ne peut pas se garer. Bon, il y a du monde, c'est, on va dire, presque normal. On se prend des PV plus que le restant de l'année. L'incivilité, tout ça, on vient d'en parler. Donc, comment on pourrait faire en sorte que les habitants profitent aussi de cette manne touristique ? Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez des solutions ? Parce que là, vous parliez que les habitants vivent comme les touristes, en fait, profitent des événements, profitent de ce qu'offre Biarritz. Mais ça, ils en profitent toute l'année. Le nettoyage des plages, la surveillance de début avril jusqu'à fin novembre, c'est-à-dire une surveillance beaucoup plus élargie, une protection plus importante des moyens humains, plus de moyens matériels avec le jet ski. Tous ces moyens-là, qui sont des moyens qu'on a pu développer grâce au tourisme, ils sont d'abord fléchés pour les habitants. Les biarros, ils sont là tout le temps. Toute l'année. Ils sont là, ils peuvent en profiter tout le temps. Donc aujourd'hui, moi, je pense que tout ce qu'on a mis en place est d'abord destiné aux biarros. Mais c'est grâce au tourisme qu'on peut le mettre à disposition des biarros à l'année. Donc que les biarros réalisent bien que le problème du stationnement, on essaye aussi de le résoudre au travers des transports en commun. Et que quand on se prend une prune, c'est qu'on n'est pas en règle avec la réglementation. On a mis 1 heure gratuite pour que tous les biarros puissent venir en ville. Et on leur propose, s'ils nous choisissent, que la 2e heure passe à 2 €, c'est-à-dire que vous aurez 2 heures qui ne vous coûteront que 2 € pour les biarros. Plutôt que le tarif... Non, pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Les biarros, ils ont déjà des avantages. Ils ont un stationnement résident à 20 €. Et nous proposons demain que l'ensemble des biarros des quartiers... Par mois, que l'ensemble des biarros qui sont aussi dans tous les quartiers de Biarritz puissent, avec cet abonnement biarro, se garer partout en ville. Très bien. Voilà. Et ils ont déjà des tarifs préférentiels dans les parkings Indigo. Très bien. Bien sûr, Biarritz est perçue comme une ville aisée, mais elle n'est pas exempte de fragilité. On va parler rapidement de la précarité, des problématiques. C'est vrai que le temps passe, mais il y a tellement de choses à dire. En plus, vous avez la partie expérience, donc il fallait aussi en parler. Vous avez bâti la ville dans laquelle on vit maintenant, là, aujourd'hui. Donc, rapidement, quel est votre constat sur la précarité à Biarritz ? Est-ce qu'il y a eu des progrès ? Est-ce que vous faites la distinction, là je vous mets toutes les questions en vrac, la distinction entre les personnes fragiles venant de l'extérieur et les biarros précaires et les solutions de la ville ? Quelle priorité est-ce que vous avez une priorité ? Ou alors que, par exemple, voilà. Alors moi, ma priorité, c'est tous les biarros. Nous n'avons, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, arrêté aucun des dispositifs sociaux ou en faveur des plus précaires. Nous avons maintenu tous les dispositifs et non seulement nous les avons maintenus, mais nous les avons augmentés et mieux accompagnés. Nous avons repris en régie l'épicerie sociale qui aujourd'hui sert beaucoup plus de biarros et qui aujourd'hui aussi a des horaires spécifiques pour les jeunes et pour les étudiants. Nous avons renforcé l'accueil également pour les sans domicile fixe qui reste un problème dans la ville, avec notamment le centre d'accueil de jour Souekin, sur lequel nous privilégions plus de place pour les femmes en précarité pour qu'elles aient accès... Pas uniquement pour les biarros. Alors,
C'est le centre Zwickine. Justement, c'est ce qu'on nous en a parlé il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a beaucoup de biarros dans ce centre, et notamment des femmes qui vivent dans des voitures. Et donc, ma priorité, c'est d'abord de m'occuper des biarros. En tout cas, ces gens-là, s'ils sont de l'extérieur, ils viennent sur Biarritz parce qu'ils en ont aussi, bien évidemment, le droit et la liberté. Nous avons aussi, avec la communauté d'agglomération, permis au centre, la maison de Gilles, qui était au quartier La Négresse, de se transformer en centre pour les femmes en situation de grande précarité, et notamment les femmes avec enfants qui étaient mélangées dans cet endroit-là avec des hommes, et ça ne s'est pas bien passé. Donc aujourd'hui, on a un meilleur accueil, en tout cas pour ces populations de femmes fragiles, qui était une des priorités de notre mandat. On s'est aussi beaucoup occupé de nos aînés au travers notamment de l'EHPAD municipal, qui aujourd'hui est un EHPAD qui a été totalement modernisé dans son fonctionnement et qui a obtenu une note de 19,5 par les plus hautes autorités de santé. Nous avons aussi créé beaucoup de dispositifs d'accompagnement pour les aidants, donc toutes ces personnes qui sont dans des situations de précarité morale et émotionnelle parce qu'elles ont un parent frappé par soit le handicap, soit une maladie. Beaucoup de sujets aussi autour de la santé mentale. On a une société qui s'est fracturée. Nous avons commencé à mettre en place des structures d'accompagnement, mais nous devons faire plus au prochain mandat. C'est un vaste sujet. Voilà. On n'a pas trop le temps. Je voudrais maintenant qu'on passe, si vous le permettez, à votre vision pour le Biarritz de votre prochaine mandature. Donc, comment voyez-vous Biarritz en 2032 ? Un Biarritz mieux entretenu, mieux rénové, avec un patrimoine exceptionnel que nous ne pourrons pas conserver avec le seul argent public. Donc beaucoup d'aides du privé, ou en tout cas mettre à contribution la puissance privée pour nous aider à maintenir ce patrimoine. Une ville qui d'abord s'occupe de ses habitants au travers de ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire le grand chantier du quotidien, nous occuper des écoles. On n'a pas parlé des écoles, on s'est beaucoup occupé des écoles, des enfants, le sport, les associations aussi. On n'a pas évoqué les associations, qui est un grand... il y en a toujours 400. Il y en a toujours 400, elles sont toujours bien accompagnées. On est, au nombre d'habitants, on est une des villes qui dépensons le plus pour nos associations par habitant dans notre strate. Donc une ville équilibrée qui s'occupe de ses habitants, qui reste debout sur ses 3 pieds, le sport, la culture, la vie associative. D'abord les biarros, et les biarros dont on s'occupe avec leur cadre de vie absolument exceptionnel, et faire que la richesse qu'est le tourisme ne soit pas abandonnée et que la sécurité reste une priorité pour ne pas que nous basculions comme d'autres villes proches de chez nous. 2 dernières questions. Là, on me fait signe. Non, j'en ai 2, elles sont importantes. Voilà. C'est la fausse dernière question. Hein. Non, parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de projets. En fait, c'est complet. En fait, quand on balaye, surtout après une expérience d'une mandature de 6 ans, là, on balaye tous les sujets. Est-ce que vous allez continuer c'est une des particularités de votre mandat. Est-ce que vous allez pouvoir continuer vos projets sans augmenter les impôts ? En tout cas, on l'a fait pour ce mandat, donc il n'y a pas de raison que ça ne change pas au 2e mandat. Nous avons tenu cet engagement qui a été extrêmement compliqué, mais nous l'avons fait. Et je pense que les biarros, en tout cas ceux qui l'ont réalisé, nous en sommes extrêmement reconnaissants. Bon, dernière question. La régie, elle est en feu. Bon, ça, je vois ça. On va s'arranger. Quelle serait votre première décision dans les 100 premiers jours ? Alors là, je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous faire rêver, mais on a quand même des orientations budgétaires et un budget à voter. Et donc, mes premières mesures, ça va être de m'assurer que la ville puisse fonctionner avec un budget voté. Bon, c'est clair. Je savais que ça n'allait pas vous plaire. Bon, maintenant, des indécis, des personnes indécises, il y en a. Sinon, vous n'auriez pas une équipe aussi talentueuse pour faire de la communication. Quel message adresserez-vous aux biarros qui doutent ou qui pensent qu'en fait, ça ne va rien changer, ça ne sert à rien d'aller voter ? D'abord, c'est un droit, donc exercez-le, ne laissez pas les autres décider pour vous, donc ça c'est très important. Lorsque je vois des femmes âgées qui viennent voter, elles se rappellent qu'à une époque, elles n'avaient pas le droit de voter. Donc utilisez votre droit, ne laissez personne décider pour vous. Et ensuite, faites confiance à l'expérience. On a travaillé avec une équipe unie, solide, on a tenu nos engagements. On n'a pas tout fait bien, on n'a pas eu le temps de tout bien faire. On ne m'avait pas interviewé sur les trottoirs, mais je sais qu'on n'est pas à la hauteur du rendez-vous. On essaiera de faire mieux. En tout cas, on a une expérience solide, on a tenu nos engagements.
On est Biarrot, on a une liste absolument magnifique de jeunes, de moins jeunes. Il y a de l'expérience, de l'expertise, de l'envie, de la motivation, de l'énergie. Voilà, votez pour nous. Bon, ben sur ces mots, là, je crois que ça y est, je vais me faire couper la tête. Bon, Madame Arostegui, merci d'être venue dans les studios de Radio Biarritz. Merci à vous, en tout cas. Pour faire un point, bon, un peu au galop, mais... Pour vous faire une confidence ? Oui. J'ai passé un super moment. Ah ben, merci beaucoup. Ben, moi aussi, hein, voilà. Et puis, il y a eu du monde en plus aujourd'hui dans le studio. Magnifique studio, énorme. Bon, bye bye tout le monde. À très vite, hein, sur radiobiarritz.fr.